Quelqu'un qui veut te voir réussir, ce sont le genre de choses qui rendent les gens heureux. Gretchen Rubin, une influenceuse renommée sur la nature humaine, dévoile les clés pour accéder au bonheur tant convoité. Le bonheur est un concept insaisissable à définir. Les relations sont un excellent point de départ. Mais le problème, c'est que cela diffère selon les personnes. Quelqu'un qui est lié à vous, qui veut vous voir réussir, ce sont le genre de choses qui rendent les gens heureux. De dîner avec des lauréats Nobel à des interviews avec Oprah, Gretchen a consacré sa carrière à décortiquer les complexités du bonheur. Elle partage les vérités surprenantes sur ce qui nous rend vraiment heureux et pourquoi votre chemin vers la joie peut sembler différent du mien. Mais il y a une leçon clé qui change tout et vous voudrez l'entendre. Cette conversation remettra en question vos suppositions sur le vrai bonheur. Les informations négatives attirent notre attention plus rapidement que les positives, simplement pour comprendre. Gretchen, je suis ravi d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci d'être venu. Je veux commencer en plongeant directement dedans. Alors, après des années, vous avez étudié le bonheur, vous avez étudié les habitudes, vous avez étudié la nature humaine, vous avez étudié beaucoup de bien, mais quelles sont peut-être des vérités dérangeantes ou inconfortables que vous avez découvertes sur ce qui rend les gens heureux? Eh bien, je pense qu'une chose vraiment intéressante à considérer est la façon dont notre attention est attirée par tout ce qui est négatif. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Et vous pouvez comprendre pourquoi, d'un point de vue évolutionniste, cela aurait du sens. Comme, vous savez, si quelque chose est dangereux, nous voulons y prêter attention. En résumé, dans la vie de tous les jours, c'est comme les actualités. Comme le disent les présentateurs de nouvelles, si ça saigne, ça mène. Et les informations négatives attireront notre attention plus rapidement que les informations positives. Ou comme les retours négatifs de notre patron le feront. Être gravés dans notre mémoire alors que nous oublierons tous les retours positifs que nous avons reçus. Et donc, une des choses à propos du bonheur, c'est qu'il est très utile d'être conscient de ce biais de négativité et de lutter contre lui, parce que quand vous repensez à « d'accord, oh, j'ai passé ce week-end, parfois les choses négatives peuvent vous marquer » ou « j'ai eu cette rencontre avec mon collègue », il faut donc consciemment penser au positif. Je pense que c'est pourquoi les pratiques de gratitude sont si populaires, car elles aident à penser au positif au lieu de se concentrer sur le négatif, ce qui est notre inclination naturelle. Je dois avouer que tenir un journal de gratitude m'a profondément agacée. C'est un conseil souvent donné et j'ai trouvé que le journal de gratitude m'irritait beaucoup. Cette approche particulière n'a pas fonctionné pour moi. Mais c'est certainement utile pour beaucoup de gens et j'ai trouvé d'autres moyens de rester concentré sur la gratitude parce que c'est important, car sinon, nous avons tendance à vraiment nous concentrer sur ce qui ne va pas. Je pense que je ne veux pas mettre de mots dans votre bouche, mais il semble que la moitié de la bataille consiste simplement à comprendre nos propres prédispositions biologiques à la négativité. Oui, absolument, oui, je veux dire. Et puis plus largement sur votre point, juste comprendre nous-mêmes, vous savez vraiment avoir une connaissance de soi et faire cette réflexion personnelle. Parce que je pense qu'il est très facile de penser comme bien si c'est vrai, pour moi c'est vrai pour tout le monde, ou si c'est vrai pour quelqu'un d'autre, c'est vrai pour moi. Et donc une partie de cela est notre biologie comme ce qui est biologiquement câblé en nous. Et ensuite, de quelle manière sommes-nous différents ou semblables à d'autres personnes? Je veux dire, une façon dont cela se présente qui est drôle pour moi, c'est, vous savez comment vous voyez ce conseil. Comme, vous savez, si vous allez faire de l'exercice, vous devriez vous lever à 7 heures du matin et aller courir avant le travail. Et je suis comme, c'est un bon conseil si vous êtes une personne du matin comme moi. Mais si vous êtes une personne nocturne, comme 30% des gens, c'est en grande partie génétique et lié à l'âge. Si vous êtes une personne nocturne, vous ne vous préparez pas au succès, car vous êtes à votre plus productif et énergique plus tard dans la journée. Ce conseil n'a donc rien de mauvais en soi. C'est juste que ce n'est peut-être pas le bon conseil pour vous. Et donc, nous devons dépasser ces sortes de réponses toutes faites parce que nous sommes tous différents les uns des autres. Quel était le point d'inflexion dans votre liste? C'est un sujet tellement intéressant à étudier et à rechercher. C'est fou parce que cela affecte tout le monde tellement. Pourtant, en dehors de vous, je peux probablement compter sur une demi-main combien de personnes mettent beaucoup d'efforts et d'énergie
à étudier ce phénomène qui impacte toute notre vie à un tel point où je veux dire que cela peut nous faire ou nous briser. Cela peut causer la dépression, cela peut causer le suicide, cela peut comme c'est si impactant. Alors parlez-moi de ce point dans votre vie où vous êtes comme, écoutez, je dois comprendre cela, cette chose du bonheur. Je peux vous dire précisément quand et où ça s'est produit. Je suis très sujet à l'épiphanie, c'est l'une de mes qualités préférées. Et je vis à New York City. Vous entendez peut-être une sirène retentir en arrière-plan actuellement. Sous la pluie battante, j'y étais. J'étais dans un bus traversant la ville qui avançait très lentement. Et donc, j'ai eu une de ces rares opportunités de réflexion parce que, vous savez, dans le tumulte de la vie quotidienne, c'est difficile de prendre du recul et de regarder la grande image. Donc, j'étais là et je m'ennuyais. Alors, j'ai pensé, eh bien, tu sais ce que je veux de la vie de toute façon. Et j'ai pensé, eh bien, je veux être heureuse. Et j'ai réalisé à ce moment-là que, voilà, je disais que le bonheur était si important pour moi, mais je ne passais pas de temps à y penser. Étais-je heureuse? Était-il possible de se rendre plus heureuse si on pouvait se rendre plus heureuse? Que ferait-on? Et j'ai pensé, tu sais, je devrais avoir un projet de bonheur. Et cette idée m'a frappée. Le lendemain, je me suis précipitée à la bibliothèque et j'ai pris une pile de livres sur divers sujets, de la science à la philosophie en passant par la culture populaire et la fiction pour étudier le bonheur. Au départ, c'était uniquement pour mon propre bonheur. Mais le sujet était tellement fascinant et il y avait tellement de choses que je voulais apprendre et que je voulais essayer dans ma propre vie que je me suis dit, eh bien peut-être que cela pourrait être mon prochain livre et donc j'ai écrit un livre appelé Le projet de bonheur parce que c'est ainsi que l'idée m'a d'abord frappée, mais il s'est avéré que c'est un sujet tellement vaste et fascinant que fondamentalement, j'étudie différents sous-thèmes du bonheur depuis lors. Il y a tellement de sous-thèmes, d'accord? Alors revenons un peu en arrière et définissons peut-être, parce que vous aviez vos propres idées préconçues et notions de ce qu'était le bonheur. Je suis sûr que beaucoup d'entre elles ont été réfutées lorsque vous avez commencé vos recherches. Alors, qu'est-ce que le bonheur en tant que concept? D'accord. Eh bien, j'ai commencé ma carrière dans le droit. C'est lors de mon stage auprès de la juge Sandra Day O'Connor de la Cour suprême que j'ai décidé de devenir écrivain. Et nous avons passé un semestre entier à débattre de la définition du contrat. Et le bonheur est un concept encore plus insaisissable à définir. Il existe environ 17 définitions académiques du bonheur. Et ce que j'ai décidé, c'est que si vous n'êtes pas un scientifique, si vous êtes une personne ordinaire, vous pouvez avoir votre propre définition du bonheur. Cela peut être la paix, la joie, la satisfaction, le bien-être. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tout le monde peut apporter sa propre définition à cela. Et nous n'avons pas passé beaucoup de temps à discuter des définitions, car pour moi, cela tourne en rond. Qu'est-ce que la paix par rapport à la joie? Qu'est-ce que la satisfaction par rapport à la satisfaction? Peu importe ce que vous voulez que le bonheur soit, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il est vraiment plus productif de penser à comment vous pouvez être plus heureux pour vous, Scott. Cependant, vous définissez le bonheur pour vous-même. Cela pourrait être la façon dont je le définis pour moi-même, ou différent la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Si vous avez fait ceci ou cela, cela va-t-il vous rendre plus heureux? Parce que je pense que quand les gens se demandent « Qu'est-ce que le bonheur ?» Est-ce que je suis heureux? C'est difficile à dire. Mais si vous faisiez cela, pensez-vous que cela vous rendrait plus heureux? Nous le comprenons et le savons. Et donc, moi, c'est pourquoi je parle toujours de mon podcast qui s'appelle « Plus heureux ». Parce que je pense qu'il est plus facile de penser à être plus heureux qu'à atteindre le bonheur. Ce qui suggère une sorte d'atteinte. Et final. L'état final n'est pas réaliste, n'est-ce pas? La vie humaine ne se déroule pas ainsi. A beaucoup de sens et je pense que vous savez que le scénario que vous avez décrit, surtout à New York ou comme je suis à Miami en ce moment et je trouve que les gens à Miami ralentissent de temps en temps et profitent de la vie, mais je vais réellement à New York parce que j'aime ça, parce que j'aime le rythme rapide et j'aime le tumulte et j'aime tout simplement tout ça. Ça allume un feu, n'est-ce pas? Et c'est bien. En même temps, de l'autre côté de la médaille, votre esprit ne ralentit jamais. Dans cette course effrénée qu'est la vie, que ce soit le travail de 9 à 5, l'entrepreneuriat ou autre chose, on ne prend jamais vraiment le temps de s'arrêter pour réfléchir. Et la course effrénée ne se limite pas au travail. C'est votre travail, votre famille, vos parents, vos amis, vos activités extrascolaires, comme la pile de choses que vous avez intégrées dans votre quotidien. Et nous avons vraiment un bon moyen en tant qu'humains
d'inclure de plus en plus, sans prendre de temps pour réfléchir, à savoir si tout ce que nous faisons est vraiment ce que nous apprécions. Est-ce vraiment ce à quoi nous voulons que notre vie ressemble? Et je pense que c'est la raison pour laquelle les gens ne comprennent pas s'ils sont heureux. Y a-t-il un point de référence qu'ils peuvent dire « voici où je suis et voici où je veux aller ». Et je pense que nous sommes toujours dans cette course constante. Et je suis curieux, dans le cadre de vos recherches ou des leçons que vous enseignez, quelle serait la première étape pour la personne moyenne à qui ce que je viens de décrire ressemble? Oui, c'est ma vie. Quelle est la pratique qui me permet de vraiment réfléchir? Est-ce la méditation? Est-ce partir en voyage et ne pas ouvrir d'email? Parce que maintenant, nous sommes toujours connectés, n'est-ce pas? Quelle est la chose qui peut initier quelqu'un dans ce voyage? Je dois avouer que je ne fais jamais aucune de ces choses. Je suis une personne qui a essayé la méditation 3 fois, y compris une retraite de méditation silencieuse. La méditation ne me convient pas, mais je conçois qu'elle soit bénéfique pour beaucoup. Ça ne fonctionne pas pour moi. Et je ne veux jamais me connecter. Je n'aime jamais m'éloigner de mon email pendant 24 heures. Je trouverais cela plus stressant qu'apaisant. Donc ce n'est pas une pratique que je ferais. Non pas pour dire que d'autres personnes ne trouvent pas cela vraiment utile, mais encore une fois, ce n'est pas un outil que j'adopterais, mais voici ce que je dirais, parce que je pense que c'est très déroutant même de penser au bonheur, n'est-ce pas? C'est que je veux le comprendre en noir et blanc, d'accord? Alors voici une façon de le voir. Si vous pensez à créer une vie plus heureuse, vous devez penser à vous sentir bien, à vous sentir mal, à vous sentir juste. Dans une atmosphère de croissance, regardez votre vie et demandez-vous « Où pourrais-je avoir plus de bien-être? Où puis-je trouver plus d'amour, d'enthousiasme, de plaisir et de temps avec mes amis proches pour renforcer nos liens? Je veux avoir plus de tout ce qui me fait me sentir bien. » Alors vous pourriez dire « Eh bien, je veux aussi moins de tout ce qui me fait me sentir mal. Je veux moins de ce qui me fait me sentir coupable, ou en colère, ou rancunier, ou ennuyé. Que dois-je aborder pour que je me sente moins mal? » Et je dois dire que dans mon projet de bonheur, c'est le domaine dans lequel j'ai le plus travaillé. Ensuite, il y a le sentiment d'être bien, qui diffère parfois de ce que nous faisons pour nous sentir bien, car ces choses ne nous apportent pas toujours ce bien-être. Comme un ami à moi me l'a dit, il avait une très mauvaise relation avec son père. C'était une personne très méchante, un père très inattentif. Il était à l'hôpital. Son ami lui rendait visite quotidiennement à l'hôpital alors qu'il était mourant, et il disait « Je déteste y aller. Je le crains. Je déteste le voir. Et quand je pars, c'est de « Oh, je ne me sens pas bien du tout. » Et j'étais genre « D'accord, mais tu te sens bien. » Parce que c'est ton idée de ce que signifie être un fils. Même si ce n'était pas tu n'as pas une grande relation, c'est toujours ce que tu fais pour te sentir bien ou comme tu pourrais faire du bénévolat, même si c'est beaucoup de temps et d'énergie et d'inconvénients et de sentiments inconfortables ou quoi que ce soit, mais t'es comme c'est ce que je fais pour me sentir bien. Donc parfois, tu fais des choses pour te sentir bien qui ne te font pas te sentir bien, mais tu fais ça parce que vivre une vie qui reflète nos valeurs est très important pour avoir une vie plus heureuse en général. Donc ce n'est pas juste le sentiment de se sentir bien de moment en moment. C'est se sentir bien dans notre vie en général. Et puis le dernier est l'atmosphère de croissance. Et je dois dire, cela m'a pris un certain temps pour comprendre. Mais dans nos vies, nous sommes plus heureux lorsque nous avons un sentiment de croissance, lorsque nous apprenons ou enseignons ou améliorons quelque chose ou aidons, lorsque nous voyons que ce que nous faisons crée de la croissance en nous-mêmes ou chez les autres. Donc, que ce soit, vous savez, faire du bénévolat pour une organisation à but non lucratif et les aider à contrôler leurs finances, ou élever un enfant, ou ramasser des déchets dans votre quartier lorsque vous passez et que vous voyez un tas d'emballages sur le trottoir et que vous vous dites « D'accord, je vais juste ramasser ces trucs et les jeter puisque je suis dehors. » Cette atmosphère de croissance est vraiment importante pour notre bonheur. Et c'est bien parce que même quand beaucoup de choses vont mal dans nos vies, c'est quelque chose où nous pouvons créer ce sentiment, nous pouvons contrôler cela. Et donc vous vous dites, d'accord, tout va mal dans ma vie, mais je vais m'en tenir à apprendre 3 mots d'italien chaque jour. Et à la fin de l'année, je serai tellement meilleur en italien, cela me fera me sentir bien. Comme vous l'avez dit, être trop concentré sur l'accomplissement des choses. Vous avez tout à fait raison. Trop souvent, nous nous concentrons sur ce qu'il faut faire et nous ne pensons pas à l'accomplissement. Mais l'atmosphère de croissance fait partie de ce qui nous aide à nous sentir comme si nous nous améliorions nous-mêmes ou le monde d'une certaine manière. Donc, se sentir bien, se sentir mal, se sentir juste dans une atmosphère de croissance. Et pour chaque personne, il pourrait avoir à travailler sur différents éléments de cela.
Mais je pense que cela facilite le choix de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, et de ce sur quoi vous voulez travailler davantage dans votre vie. Je pense que c'est un conseil phénoménal. L'une des choses que je vous entends vraiment dire, c'est cet alignement de valeurs, car c'est la partie qui fait se sentir bien dans ce que vous faites. Et je pense que c'est tellement important parce que je pense que ce n'est pas pour dire que votre vie est structurée autour de faire des choses éthiquement incorrectes et les gens ne sont pas mauvais, mais sont-ils vraiment dans un travail pour une entreprise qui défend ce en quoi ils croient? Ou sont-ils en train de construisent-ils même leur propre entreprise qui est en accord avec ses convictions? Donc, ce n'est pas uniquement votre vie privée. Ce n'est pas enseignez-vous à vos enfants, passez-vous vous savez, vos enfants font-ils des choses et des activités dont vous êtes fiers? Comme cela imprègne tout. Donc, c'est beaucoup à penser, oh mon Dieu, mes valeurs sont-elles réellement dans chaque activité que j'entreprends au quotidien? Est-ce que cela correspond à qui je suis en tant que, et je parie, je veux dire, vous faites la recherche. Je parie que beaucoup de gens ne savent même pas quelles sont leurs valeurs. Ils traversent simplement la vie. Non, vous pensez que j'ai simplement de bonnes valeurs et que tous ceux qui en ont partagent les mêmes que moi. Et puis vous réalisez que non, un exemple amusant étant la spontanéité. On m'a demandé, en tant que journaliste, pourquoi les gens aujourd'hui ne peuvent pas être spontanés et aimer la vie. J'ai répondu que je ne valorise pas la spontanéité. Je n'aime pas la spontanéité. Je fais de mon mieux pour éviter toute spontanéité. Je le rejette en tant que valeur. Mais pour cela, la personne à qui je parlais, genre, c'était une valeur super importante pour elle. Maintenant, la spontanéité n'est pas la plus, vous savez, disons que ce n'est pas la valeur la plus transcendante, mais c'est un exemple amusant où vous êtes comme, ouais, certaines personnes le veulent. Certaines personnes ne le veulent pas. Vous savez, ce n'est pas une chose qui convient à tout le monde en ce qui concerne les valeurs. Avez-vous fait parce que j'aime regarder l'auteur de l'œuvre comme l'étude de cas pour tout le monde. Donc peut-être parce que vous avez fait ce travail sur vous-même. Oui, la recherche quand elle vient à... Moi, je suis certainement mon propre cobaye. Qu'avez-vous découvert en faisant cet exercice? Avez-vous identifié des éléments mal alignés dans votre propre vie en vous basant sur ces critères? Qu'avez-vous découvert en termes de votre propre croissance? Oh, eh bien, l'une des choses que j'ai apprises, surtout lorsque mes filles étaient les plus jeunes, c'est que j'étais beaucoup trop prompt à perdre mon sang-froid et très irritable. Et je suis l'une de ces personnes qui veut toujours avancer. Et je n'étais tout simplement pas le genre de parent que je voulais être et que je m'imaginais être. Alors quand j'ai fait mon premier projet de bonheur, j'ai fait énormément de travail sur des choses basiques comme m'assurer que je dormais suffisamment, m'assurer que je me levais assez tôt pour pouvoir prendre ma tasse de café et m'organiser avant que la vie de famille ne commence. Travailler sur comment bien me disputer avec mon mari pour que je puisse maintenir, tu sais, pas parfaitement, je l'admets, mais mieux, comme avoir un ton léger, être capable de plaisanter, être capable de me moquer de moi-même. Tu sais, j'ai fait beaucoup pour m'assurer que, tu sais, je suis une experte du bonheur et je suis là, tu sais, à crier, à être sarcastique ou c'est... C'est facile de faire des recherches. C'est facile, mais c'est la chose. C'est difficile à mettre en œuvre. Oh bien, voici ce que j'ai appris, c'est qu'il est si facile de donner des conseils aux gens et puis tant de choses. C'est comme la méditation. Tous ces gens recommandent la méditation. Je suis comme, méditez-vous, parce que je dois dire que ça ne fonctionne pas pour moi. Parce que quand vous essayez vraiment des choses, parfois vous découvrez que c'est un outil vraiment utile, mais ce n'est pas un outil qui fonctionne pour tout le monde. Et donc, je pense vraiment que, oui, j'ai toujours mon propre cobaye. Eh bien, vous savez, l'une des choses dont je parle le plus, c'est ce cadre de personnalité des 4 tendances que j'ai développé. J'ai développé cette idée en écrivant mon livre « Mieux qu'avant », qui traite entièrement de la formation des habitudes. J'ai commencé à comprendre que j'étais vraiment une exception, que je n'étais pas dans la moyenne, que mon expérience n'était pas typique. Non, mais explique ça. Explique, oui. D'accord, laissez-moi donc expliquer les 4 tendances et puis... Je vais expliquer davantage. Donc, j'allais aborder les 4 tendances dans une seconde. Ma seule question, puis nous y irons, car je souhaite comprendre votre expérience personnelle. Je voulais juste, je veux dire, si les gens connaissent de votre travail, s'ils écoutent ce podcast, avant de nous plonger dans les 4 tendances, si quelqu'un veut faire son propre projet de bonheur très tactique, comme penser à certaines tactiques qu'ils peuvent faire pour commencer ce processus? Je vais donner quelques réponses rapides, mais pour une réponse spécifique, comme je reçois souvent cette question. Et
C'est un peu insatisfaisant pour moi de donner de grandes lignes parce que vraiment c'est très différent pour tout le monde. J'ai créé un quiz intitulé Habitudes pour le bonheur. Allez sur gretchenrubin.com/quiz et il vous dira de manière assez remarquable en seulement 11 questions sur quelle habitude vous devriez vous concentrer. Pas seulement vous en tant que personne, mais comme vous, Scott, quelle est l'habitude spécifique qui pour vous va le plus faire bouger les choses? Il vous pose une série de questions qui vous amèneront de manière remarquable à cette réponse. Rendez-vous sur gretchenrubin.com/quiz pour obtenir une réponse très précise. Mais si je devais donner une réponse, déjà, si vous alliez être comme « Ouais, mais Gretchen, quelle est la réponse? Qu'est-ce qui est la plus universelle? » C'est clair. Vous voulez le faire. Vous voulez faire des choses qui vont approfondir et élargir vos relations avec les autres. Nous sommes des créatures sociales. Comme mentionné précédemment, notre biologie fait de nous une espèce très sociale. Nous dépendons des autres. Et pour être heureux, nous devons pouvoir nous confier. Nous devons pouvoir obtenir du soutien. Et tout aussi important pour le bonheur, nous devons pouvoir donner du soutien. Nous devons nous sentir comme si nous appartenons. Nous devons avoir des liens profonds et intimes. Donc, si vous pensez à comment utiliser votre précieux temps, énergie ou argent, tout ce qui va approfondir une relation, comme devrais-je aller à ma réunion de collège? Non. Effectivement, cela va sûrement vous apporter plus de bonheur en approfondissant une relation existante ou en l'élargissant. Et devrais-je rejoindre ce groupe de poker? Oui, probablement parce que vous rencontrerez de nouvelles personnes, ce qui élargira vos relations sociales et vous rendra plus heureux. C'est sur ce point que les philosophes anciens et les scientifiques contemporains s'accordent. S'il y a une chose, ce sont les relations. Les personnes se disant les plus heureuses ont généralement un plus grand nombre d'amis. S'ils demandent à un collègue s'il est heureux au travail, il y a des gens qui disent « j'ai un ami au travail », pas seulement une connaissance sympathique avec qui je parle de sport et de culture populaire, mais quelqu'un qui me soutient, quelqu'un à qui je pourrais confier un secret. Ou avez-vous un manager, comme la personne à qui vous rendez directement compte, qui se soucie de vous et vous aide à atteindre vos objectifs personnels? Pas un patron visionnaire qui se tient au sommet de la pyramide, mais quelqu'un qui est connecté avec vous et qui veut vous voir réussir. Ce sont les choses qui rendent heureux au travail, à la maison et dans la vie. Alors, penser aux relations est toujours un bon point de départ. Salut, c'est Scott. Je voulais vous remercier sincèrement chacun d'entre vous. 6 ans de ce spectacle et c'est vraiment grâce à vous tous. Merci d'écouter, de soutenir et de partager. C'est ce qui fait vivre ce projet. Au début, je ne réalisais pas son ampleur, le nombre de vies touchées, les histoires partagées et les leçons apprises ensemble. C'est une expérience qui rend humble. Je pense que nous bâtissons ici une communauté unique, où nul n'a besoin de réinventer la roue. Nous apprenons et grandissons tous ensemble dans le même bateau. Voici ma demande. Si vous aimez cette émission et qu'elle vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Dites-le à un ami, postez sur les réseaux sociaux, faites ce qui fonctionne. C'est le meilleur moyen de maintenir cette chose forte, d'inviter des invités encore meilleurs et de partager plus de sagesse qui change la vie. Vous pouvez nous trouver partout. Rendez-vous sur successstorypodcast.com pour écouter des podcasts. Si vous aimez la vidéo, allez sur YouTube. C'est de youtube.com/c/ScottDClary ou la newsletter newsletter.scottdclary.com. Faites passer le mot. Je suis éternellement reconnaissant envers chacun d'entre vous. Poursuivons notre apprentissage et notre croissance. Et continuons à rendre ce monde un peu meilleur ensemble. Revenons à l'émission. Je suppose qu'après le coronavirus disease, vous avez observé une chute importante du bonheur. Oui, je veux dire, c'est vraiment intéressant. Et nous continuons à le traverser, n'est-ce pas? Parce que signifie se connecter avec des gens virtuellement alors que nous sommes vraiment conçus? Vous savez, dans la vraie vie est mieux que Uniform Resource Locator. Et nous essayons toujours de comprendre cela. Comment travaillez-vous? Vous voyez tant de conversations sur les entreprises qui ont du mal à équilibrer la valeur de la flexibilité des employés avec la conviction des employeurs. Vous savez que la culture de bureau et la cohésion de bureau sont construites sur le face-à-face. C'est comme, comment concilions-nous ces deux valeurs? C'est encore en cours de résolution. Et oui, le coronavirus disease était vraiment, vraiment dur. Parce que c'était... Allez dire. C'est intéressant car si les employeurs veulent que vous retourniez au bureau, je pense que cela vient de se produire. Amazon vient de demander aux gens de venir 5 jours par semaine et les gens résistent à cela parce qu'ils veulent rester à la maison. Mais alors la question est, mettent-ils réellement en péril leur propre bonheur en coupant les seules connexions sociales qu'ils ont grâce à leur travail de 9 à 5? Eh bien,
Cela dépend car peut-être qu'il y a toutes sortes d'autres valeurs qui sont servies en travaillant de manière flexible. C'est en partie le problème. Les gens sont dans des situations très différentes. Si vous regardez ce qui rend les gens malheureux, je vais vous dire une chose qui rend les gens malheureux de manière constante. Et ils ne s'y adaptent jamais parce que souvent nous sommes très flexibles et nous pouvons vraiment nous adapter à beaucoup de choses et être assez heureux avec des circonstances difficiles, mais vous ne vous adaptez jamais à un mauvais trajet. Ça vous déprimera à chaque fois. Et l'une des choses que les gens veulent d'un travail flexible, c'est qu'ils veulent passer moins de temps à faire la navette. C'est donc très compréhensible. Vous savez, si vous pouvez aller au travail à pied, c'est très différent de si vous savez, 1 heure et 15 minutes de route, ou si vous luttez contre le trafic pendant 1 heure pour traverser la ville. Donc, en tout cas, ces choses sont compliquées parce qu'elles touchent différentes personnes de manière très différente, à différents stades de leur vie et dans différentes circonstances. Et donc, vous savez, nous ne l'avons jamais remis en question auparavant. Comme c'était toujours juste comme, eh bien sûr, vous devez y aller 5 jours par semaine. Personne n'a même jamais pensé que c'était très avant-gardiste pour les gens de parler de travail à distance ou de travail à domicile. Et vous savez, ce n'était pas, la plupart des gens n'ont pas fait. Non. Donc maintenant, nous sommes confrontés à tout un ensemble de problèmes parce qu'il y a maintenant tellement d'options. Vous cherchez un équilibre entre ne pas laisser quelqu'un déprimé et seul à la maison et lui épargner un trajet qu'il déteste. Venir au bureau est bénéfique pour le travail et l'employeur, mais est-ce vraiment avantageux pour le travailleur compte tenu du temps, de l'énergie et de l'argent investis? Maintenant, vous équilibrez ces différentes dynamiques. Cela rend simplement le travail plus compliqué. Pensez ensuite à la quantité d'espace de bureau disponible. Quelle est l'expérience lorsque vous vous présentez? Je veux dire, il y a 1 million de choses avec lesquelles nous sommes encore au tout premier stade de la lutte contre les implications à long terme. Donc c'est compliqué. C'est pourquoi vous devez poursuivre vos recherches pour approfondir notre compréhension. C'est exactement ça, tout à fait. C'est toujours du nouveau, n'est-ce pas? Ouais. D'accord. Alors, revenons aux 4 tendances. Tout d'abord, avant même d'y arriver, pourquoi ces tendances sont-elles apparues? D'où viennent-elles? Je les ai créées. Parce que, alors que je travaillais sur mon livre sur le changement d'habitude, j'ai commencé à voir apparaître des modèles que je ne pouvais pas expliquer. Comme certaines personnes diraient exactement la même chose avec exactement les mêmes mots. Comme les gens diraient, eh bien, je respecterai une résolution du Nouvel An quand je pense que c'est important, mais je n'attendrai pas le 1er janvier parce que le 1er janvier est une date arbitraire. Et ils diraient toujours que c'est arbitraire. Je trouve intéressant que le fait que le 1er janvier soit une date arbitraire ne me dérange pas du tout. Pour cette classe de personnes, c'est donc très important. Mais mon grand moment de révélation est venu quand ma sœur m'appelle une brute du bonheur parce que si je pense qu'il y a un moyen pour toi de devenir plus heureux, je peux devenir un peu insistante. J'ai interrogé une amie sur son bonheur et ses habitudes. Et elle a dit quelque chose qui m'a complètement stupéfiée. Elle a dit ça car je l'avais entendu dire par beaucoup de gens. Elle a dit, et quand j'étais au lycée, j'étais dans l'équipe d'athlétisme et je n'ai jamais manqué un entraînement. Alors pourquoi ne puis-je pas aller courir seule maintenant? Alors pourquoi? Alors je peux proposer beaucoup de théories différentes, mais pourquoi? Et j'ai commencé à y penser et à toutes ces personnes arbitraires, à tous ces différents modèles que j'ai observés. Finalement, j'étais assise ici, à cette place même où je vous parle en ce moment. Et c'était comme si le mot « attente » venait de jaillir de la page pour moi. Et j'ai réalisé que l'idée d'attente, comment nous répondons aux attentes, si nous répondons aux attentes ou si nous résistons aux attentes, a d'énormes conséquences sur notre comportement, sur la façon dont nous formons des habitudes avec succès ou non, et aussi sur de nombreux aspects de notre vie. Et cela a pris beaucoup de temps. Et alors, c'était l'entreprise intellectuelle la plus difficile que j'ai jamais faite. Alors maintenant, je peux voir qu'il y a ces 4 catégories qui s'imbriquent dans un diagramme de veine en forme de diamant, et c'est super élégant. C'est comme si j'avais l'impression de voir le tableau périodique des éléments, n'est-ce pas? Il possède une élégance naturelle. Évidemment, je l'ignorais lors de mes recherches, me demandant s'il y en avait 5. Peut-être qu'il y en a 6. C'est comme si tu découvrais pour la première fois comme E égale 1100 carrés. C'est ce que ça a ressenti. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Je me souviens quand j'ai vu comment tout s'emboîtait, car j'essayais de faire un 2 par 2, mais c'est en réalité un diagramme de veines entrelacées. Et une fois que j'ai vu ça, c'était comme si chaque exemple auquel je pouvais penser rentrait dans ces 4 catégories. Et c'était tellement élégant, c'est tellement simple.
Les 4 tendances sont le respecteur, le questionneur, l'obligeur et le rebelle. Elles sont si évidentes, une fois que vous les dites, une fois que vous les entendez, vous les verrez chez les gens autour de vous. Vous pouvez les voir à la télévision. Je peux vous dire les tendances des personnages de Game of Thrones. Je peux faire les personnages du bureau. Ils sont fous. Ils sont vraiment évidents à voir. Parce que ce sont juste des aspects très profonds de la nature humaine. Donc, de toute façon, je suis super fière de... T'as raison, c'est impressionnant quand... Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à comprendre. J'étais terrifiée pendant les 3 premiers, me demandant si j'étais vraiment la première personne à comprendre cela. J'étais inquiète de découvrir que quelqu'un d'autre avait compris cela avant moi. Pour autant que je sache, je suis la première. Alors, explique. Les personnes qui ont fait, pensons à une entreprise maintenant comme un profil dominance, influence, steadiness, conscientiousness, un style de vie ou comme Myers-Briggs, tous ces différents, tous ces... Alors, quels sont ceux-ci par rapport aux 4 tendances? Que vous montre le cadre des 4 tendances sur vous-même que les autres ne montreraient pas? Je pense que chaque cadre a son propre pouvoir, sa force et son vocabulaire. Alors, ils examinent tous la nature humaine d'une manière un peu différente, mais les 4 tendances sont... Ils décrivent un aspect très étroit de votre nature, mais un aspect très significatif de votre nature. Et donc, je pense que c'est plus précis parce que c'est juste plus spécifique et ce qu'il essaye d'expliquer et ce qu'il explique est très important. Donc, je dirais que c'est ce que je dirais est différent. Et c'est très prédictif. Je peux souvent dire, comme si vous êtes un questionneur, est-ce que les gens vous ont dit cela quand vous étiez à l'école primaire? Avez-vous ce genre de dispute avec votre chéri? Rencontrez-vous ce genre de problème au travail? Vous trouvez-vous en train de dire ces mots? Et les gens éclatent souvent de rire et disent comme « Oh mon Dieu » ou comme « Moi, je donnerai une conférence » et tout le monde dans l'auditoire commencera à pointer un collègue et à éclater de rire parce qu'ils disent « C'est la personne » comme nous le comprenons. Voici l'exemple A, vous savez, car c'est très facile à repérer. Alors que je pense que quelque chose comme vous savez, Myers-Briggs, vous êtes un peu comme « Eh bien, je suis un peu de ça, je suis un peu de ça, peut-être même tout à fait. » Je ne sais pas trop. Je peux réussir, mais ils ont tous de la valeur pour moi. Je pense que c'est parce qu'ils nous aident à nous connaître nous-mêmes. Je pense que c'est vraiment le but, n'est-ce pas? Comme je pense, tout d'abord, si vous savez même à quoi servent ces tests, c'est déjà un niveau de conscience de soi auquel je ne pense même pas que suffisamment de gens prêtent attention. Je connaissais ces tests. Dominance, influence, steadiness, conscientiousness est un test d'embauche très répandu, n'est-ce pas? Maintenant, les gens utilisent aussi Myers-Briggs. Mais je pense que le simple fait d'avoir ces outils à votre disposition, être capable de regarder à l'intérieur et comprendre comment vous fonctionnez dans ce monde est très important et puissant. Vous ne laissez pas la vie au hasard, vous savez exactement dans quel scénario vous devriez vous mettre, vous retirer, avec qui vous pouvez travailler, comment vous fonctionnez, ce qui vous stresse, vous rend heureux ou moins heureux. Ce sont de bons outils. Pouvez-vous expliquer les 4 tendances à un niveau élevé? Ainsi, les gens peuvent commencer à comprendre et à s'identifier. C'est moi, ce n'est pas moi, etc. Ouais, écoutez les 4 avant de décider ce que vous êtes. Donc, je vais le décrire. Et la vérité est que la plupart des gens sauront exactement ce qu'ils sont à partir de cette brève description. Soyez honnête, car parfois les gens répondent de la manière dont ils aimeraient être. Mais toutes ces tendances incluent des personnes qui ont un succès fou et aussi des personnes qui luttent. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Alors, vous savez, soyez honnête. D'accord, donc ce que les 4 tendances examinent, c'est comment vous répondez aux attentes. Et nous sommes tous confrontés à 2 types d'attentes. Les attentes extérieures, comme une date limite de travail. Une attente intérieure, comme une demande d'un ami, non, comme une date limite de travail. Une intérieure, l'attente est comme votre propre désir de tenir une résolution du nouvel an. Donc, selon que vous répondez ou résistez aux attentes extérieures et intérieures, c'est ce qui fait de vous un défenseur, un questionneur, un obligé ou un rebelle. Donc, les défenseurs sont des personnes qui répondent facilement aux attentes extérieures et intérieures. Ils respectent donc la date limite. Ils respectent facilement la résolution du nouvel an. Ils sont très concentrés sur l'exécution. Ils aiment les emplois du temps et les listes de tâches. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de supervision. Ils sont très disciplinés. Une fois qu'ils ont décidé de faire quelque chose, ils le font. Ils tendent à aimer revoir les règles.
Donc leur devise est « la discipline est de ma liberté ». Ensuite, il y a les questionneurs qui remettent en question toutes les attentes. Ils agiront s'ils jugent que c'est pertinent. Ils transforment donc tout en une attente intérieure. Si quelque chose a du sens pour eux, ils le feront sans problème. Si cela n'a pas de sens pour eux, ils résisteront. Ils adorent donc la personnalisation. Ils aiment la raison. Ils demandent toujours plus de justification. Ils peuvent parfois, en fait, souffrir de paralysie d'analyse lorsque leur désir d'information parfaite rend difficile pour eux de prendre une décision ou d'avancer. Curieusement, les questionneurs n'aiment souvent pas répondre aux questions. Assez drôlement, ils aiment enseigner, mais ils n'aiment pas être interrogés eux-mêmes. Ironique mais vrai, je suis marié à un questionneur, j'ai vécu cela moi-même, donc leur devise est « je me conformerai si ». Vous me convainquez pourquoi ensuite il y a les obligés. Obligé est la plus grande tendance pour les hommes et les femmes. Vous êtes soit un obligé, soit vous avez beaucoup d'obligés dans votre vie. Donc obligé a besoin de beaucoup d'attention car c'est une très grande catégorie. Les obligés répondent facilement aux attentes extérieures, mais ils ont du mal à répondre aux attentes intérieures. Ce sont les personnes qui se demandent pourquoi elles arrivent à tenir leurs promesses envers les autres, mais pas envers elles-mêmes. C'est mon amie de l'équipe d'athlétisme. Avec une équipe et un entraîneur pour la motiver, elle venait sans problème. Mais seule, elle peinait à s'entraîner. Ce sont des personnes qui parlent du problème de l'auto-soin. Ce sont des personnes qui parlent de pourquoi je ne peux pas me faire une priorité. La solution, et c'est une solution très simple, pour un obligé est même de répondre à une attente intérieure. Un obligé doit avoir un système de responsabilité extérieure. Si vous voulez lire plus, rejoignez un groupe de lecture. Pour vous motiver à faire de l'exercice, entraînez-vous avec un ami qui sera contrarié si vous ne venez pas, payez un entraîneur, emmenez votre chien courir qui sera déçu, sinon, collectez des fonds pour une œuvre caritative qui vous est chère, pensez à être un modèle pour les autres. Il y a beaucoup de façons d'avoir une responsabilité extérieure, mais cela doit être une forme de responsabilité extérieure, même pour les attentes intérieures. Et c'est juste ce qui fonctionne pour les obligés. Bien que les conjoints et les amoureux soient souvent obligés, ils ne font généralement pas de bons partenaires de responsabilité pour une raison très romantique. C'est comme « Oh, chérie, je suis si proche de toi que tu es comme moi. Et donc je vais t'ignorer exactement comme je m'ignorerais moi-même. » Pour être un obligé, vous devez obtenir cette responsabilité extérieure. Ensuite, la plus petite tendance est le rebelle. C'est une tendance claire, mais peu de gens y succombent. Les rebelles résistent autant aux attentes extérieures qu'intérieures. Ils veulent faire ce qu'ils veulent à leur manière et à leur propre rythme. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils choisissent de faire. Mais si vous leur demandez d'agir, ils résisteront probablement. Et généralement, ils ne se disent pas eux-mêmes quoi faire. Comme ils ne s'inscrivent pas pour 10 heures, cours de spinning le samedi. Parce qu'ils pensent, je ne veux pas mettre quelque chose sur mon calendrier et juste l'idée que quelqu'un s'attend à ce que je me présente va m'agacer. Alors leur devise est « tu ne peux pas me forcer et moi non plus ». Et je dirais ceci, si vous remettez en question la validité de ce cadre, vous êtes probablement un questionneur. Et aussi, si vous pensez « je corresponds aux 4 catégories, je suis tout à fait pour », c'est aussi un questionneur. Parce que ce que vous faites, c'est que vous dites « eh bien, si c'est approprié d'agir comme un rebelle, j'agirai comme un rebelle. Mais si c'est approprié d'agir en défenseur, je le ferai. » Vous vous demandez pourquoi vous devriez agir ainsi. C'est un grand signe de questionneur. Les upholders, les obligeurs et les rebelles reconnaissent parce qu'ils sont fermement dans cette tendance. Donc, si vous n'êtes pas sûr, c'est un signe de questionneur. Y a-t-il un avantage à essayer ou est-il même possible de changer de catégorie si vous reconnaissez qui vous êtes? Je ne crois pas qu'il soit possible de changer sa tendance naturelle. Je crois fermement que la personnalité a des racines génétiques et que c'est quelque chose de profondément ancré en nous. Mais aussi, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas besoin de changer votre tendance, car chaque tendance a des forces et des faiblesses. Et si vous ressentez comme un inconvénient ou une limitation de votre tendance, plutôt que d'essayer de changer votre nature intérieure, ce qui est très difficile, voire impossible, c'est comme résoudre le problème. Si vous êtes un obligeant, comme certains le disent, je veux être un mainteneur pour faire de l'exercice régulièrement. Je suis comme, vous n'avez pas besoin d'être un mainteneur pour faire ça. Vous avez juste besoin d'une responsabilité extérieure pour faire ça. Vous comprenez donc les leviers que vous actionnez dans votre situation spécifique? D'accord.
Vous devez simplement utiliser ce que vous savez sur votre tendance pour atteindre votre objectif, car c'est beaucoup plus simple. Je me dis, c'est la solution facile, qui est simplement d'obtenir ce que vous voulez. N'essayez pas de changer toute votre personnalité parce que c'est comme « est-ce même possible ?» Et ce n'est même pas ce que vous voulez. Vous voulez atteindre un certain objectif pour vous-même. Vous pensez que si vous étiez d'une tendance différente, ce serait plus facile. Adaptez simplement la tendance à votre style, car chacune a ses forces et faiblesses. Comment les attentes jouent-elles un rôle si important dans notre façon de traverser la vie? C'est juste une partie de la vie. Je veux dire, c'est une partie si vous êtes au travail, vous êtes entouré d'attentes. La maison, et ça nous pèse simplement, Cela nous force la main, mais c'est une partie de... La vie, je veux dire, une vie sans attente serait une vie sans signification parce que cela signifierait que personne ne compte sur vous pour quoi que ce soit. Je ne peux même pas imaginer ce que cela serait. Je veux dire... Même intéressant, c'est un concept si nouveau d'y entrer frais et de ne pas y vivre comme ça a tellement de sens quand vous le dites, mais ensuite vous ne le faites pas. Je pense que c'est presque un peu choquant de comprendre combien l'attente, à la fois interne et externe, influence la façon dont vous naviguez dans la vie. Comme ce n'est pas confortable, ce n'est pas une pensée confortable parce que vous ne pensez jamais, je n'ai jamais pensé à ça. Je sais que l'attente existe, mais je n'ai jamais pensé à combien elle impacte chaque petite chose que je fais. Oui, non, ça le fait, c'est vrai. Bien, mais vois-tu, cela va dans mon sens comme je suis un défenseur. Donc, je fais partie d'un défenseur et le deuxième plus petit. Rebelle est le plus petit et défenseur est seulement légèrement plus grand. Nous sommes comme les types de personnalités marginaux. Et comme je le disais quand j'étudiais les habitudes, je me suis rendu compte que je ne suis pas typique parce que je me rends compte que quand vous parlez de attentes en tant que défenseur, nous sommes très à l'aise avec les attentes, comme nous prospérons sur les attentes. Donc pour moi, c'est une façon de penser presque rassurante. Mais vois-tu, tu dis « wow, recule comme quoi ». Donc c'est intéressant. Non, parce que cela montre que nous avons des perspectives différentes. C'est l'un des, je me souviens, que je parlais à quelqu'un, je n'avais pas encore élaboré mon cadre. Donc je ne savais pas que cette personne était une rebelle, mais il s'avère qu'elle est l'une de mes rebelles OG. C'était une conversation super importante que j'ai eue avec elle qui m'a montré à quel point un défenseur et un rebelle pensent différemment. Parce que quand je lui ai dit que j'écrivais un livre sur les habitudes, ce qui pour moi était un sujet super excitant et énergisant, elle a littéralement fait un pas en arrière parce que l'idée lui était si répugnante. Et elle était genre « Pourquoi diable voudrais-tu volontairement écrire un livre sur un sujet qui est juste si horrible ?» J'étais genre « Wow, c'est intéressant. » J'adore l'idée des habitudes. Pour moi, une vie pleine d'habitudes est une vie de liberté et de possibilités. Mais vous ne ressentez pas cela. C'est intéressant. C'était une conversation cruciale qui m'a fait réaliser une perspective totalement différente que je n'avais pas envisagée. C'est tellement intéressant. Et maintenant, quand vous traversez la vie, je veux dire avec la famille, le conjoint, je veux dire les enfants, les pères, comment ces cadres devraient-ils influencer votre façon de traverser la vie? 1000%. Non, vous pouvez vous épargner tellement de temps, d'énergie, de conflits, de procrastination et de malentendus si vous connaissez les tendances. Je suis mariée à un homme qui pose beaucoup de questions. En tant que mainteneur, si on me demande de faire quelque chose, je le fais tout simplement. Je me dis que ça doit être important pour toi si tu me l'as demandé. Genre, ça m'est égal, peu importe. Je vais te croire sur parole. Si tu le souhaites, numéro de téléphone, je vais simplement te le donner. Avec mon mari, c'est différent. Il doit toujours connaître la raison. Et donc, j'ai appris que je suis comme « Hey, à quelle heure partons-nous le matin? Je veux savoir si j'ai le temps de faire du sport. » Je demande toujours à quelle heure on part le matin. Il pourrait répondre ou demander pourquoi vous avez besoin de cette information. Et je suis comme « Pourquoi cela te dérange? » Réponds pour moi simplement. Mais je sais toujours que j'essaie de lui donner raison. Genre, nous devons vider la chambre d'amis parce que mes parents arrivent vendredi et nous n'aurons pas le temps jeudi de déplacer le peloton. Donc, nous devons le faire ce soir parce que nous n'aurons pas le temps demain. Et ensuite, ils arrivent le lendemain matin. C'est comme, OK, donc je comprends que tu ne me demandes pas de le faire de manière arbitraire. C'est comme si tu me demandais de le faire pour une raison. C'est maintenant le moment. Je dois simplement lui donner ses raisons. Un obligé crée toujours une responsabilité extérieure. En tant que défenseur, je disais souvent aux gens que je n'avais pas besoin d'être leur babysitter, mais je réalise maintenant à quel point c'était inutile. Faites-le quand cela vous convient et transmettez-le moi une fois terminé. Ou si quelque chose est important pour vous, vous trouverez du temps pour cela. Et sinon, non.
Ou, vous savez, ne pas comprendre pourquoi d'autres personnes ont vraiment besoin de responsabilités extérieures. Et puis quand je communique avec les rebelles, oh, wow, j'ai un ami avec qui je collabore qui est un rebelle et c'est toujours comme « Hey mec, je fais cette chose, si cela te semble amusant, si c'est le genre de choses qui fonctionne pour ton public. » Je pensais que cela pourrait être quelque chose d'amusant pour nous à faire, mais seulement toi sais, mais si tu as le temps et que cela semble être le genre de choses qui est intéressant. Parce que c'est comme plus je suis comme « Hey, est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, qui va être intéressant pour lui, Si je suis quelque chose comme « Hey, je viens de lire cette newsletter et nous devrions vraiment faire cette chose. » Et si on prévoyait quelque chose ensemble, cela va juste être un désintérêt immédiat pour lui. Ce n'est pas qu'il en soit incapable, mais cela risque simplement de le froisser. C'est comme si tu me disais que je devrais faire quelque chose. Ça va le faire grincer les dents. Tu me dis que tu me donnes une date limite au lieu d'ouvrir l'idée que c'est une possibilité que quelqu'un pourrait être enthousiaste à propos. Une fois que tu adoptes cette façon de penser, tu peux communiquer beaucoup plus facilement avec les gens, même si cela peut sembler demander des efforts au début. Et puis, tu parles simplement leur langue, tu sais, et c'est juste, alors tu communiques simplement plus efficacement et c'est vraiment excitant. Cela élimine la friction et impacte toutes les relations. Tu ne te rends même pas compte que tu crées des frictions, tu ne te rends pas compte que tu crées des problèmes pour les gens et il y a toutes sortes de façons dont la mauvaise communication peut se produire. D'accord, donc voici un exemple. Donc, je collabore avec des gens, j'ai mon podcast Plus Heureux et je collabore parfois avec des gens et il y avait quelqu'un avec qui je travaillais. Et je suis le genre de personne qui, si j'ai une idée en pleine nuit ou si je me lève à 5 heures pour travailler et que j'ai une question pour toi ou besoin d'une information, je vais simplement envoyer un email. Mais je ne te demande pas de me répondre immédiatement. Je souhaite simplement me sortir ça de la tête et en finir une bonne fois pour toutes. C'est désormais sur ta liste de tâches, plus sur la mienne. Mais mon collègue avait une perspective très différente. Elle était serviable et pensait que dès que j'envoyais un email, je m'attendais à ce qu'elle réponde. Et elle ressentait vraiment, elle ne me l'a pas dit directement, mais j'en ai entendu parler indirectement, que j'ignorais les heures de bureau, que je repoussais vraiment les limites, que j'étais très, très inconsidérée envers elle en l'assaillant de ses emails à toute heure. Elle devenait alors très rancunière. Alors que se passe-t-il? D'accord. Alors est-ce que nous deux sommes allés aux ressources humaines et avons dit, d'accord, qu'est-ce qui est dans le manuel des politiques? Est-ce qu'on s'assoit et qu'on se dit que l'un a raison et l'autre tort? Tu as tort, j'ai raison. Quoi que nous fassions, est-ce que nous imposons notre autorité? Que faisons-nous? Non, j'ai appris à utiliser la livraison différée dans Outlook et donc chaque fois que j'ai un email à 5 heures du matin, je le mets simplement et ensuite je mets, vous savez, la livraison différée jusqu'à 9 heures du matin le lundi. Et alors, je respecte ma façon de travailler et je respecte aussi la façon dont elle aime travailler parce que ce n'est pas que l'un de nous a raison et l'autre a tort, c'est juste que nous avons des perspectives différentes et nous réagissons différemment aux circonstances. Et donc, quand nous pouvons en parler ouvertement, au lieu de se sentir contrariés à ce sujet, ou que c'est une attaque personnelle, ou que les gens sont inconsidérés, tu es juste comme « Hey, tu sais, c'est comme ça que ça me fait sentir... Tu sais, où les questionneurs posent souvent des questions et submergent les gens avec leurs questions constantes et ils doivent apprendre comme « Hey, tu sais, ça me fait me sentir très défensive. Quand tu remets en question tous mes jugements, j'ai l'impression que tu mines vraiment... mon autorité comme au lieu de lever la main, tu sais, et faire durer une réunion 3 fois plus longtemps que tout le monde veut la prendre. Pourquoi ne résumes-tu pas tes questions dans un email? Alors je peux rassembler mes pensées et je peux te répondre comme dans une manière où tu obtiens l'information que tu veux, mais nous gardons la réunion en mouvement. Et nous n'avons pas comme cette chose prolongée. C'est juste une douleur pour tout le monde, tu sais. Et encore une fois, c'est comme, il n'y a rien de mal à ça. Il y a beaucoup de valeur dans les questions que posent les questionneurs, mais elles peuvent être épuisantes et accablantes pour les gens. Encore une fois, c'est comme si je disais « D'accord, je te donne ce que tu veux, mais d'une manière qui me convient. » Et donc, encore une fois, c'est juste créer sans friction. Tu as raison. C'est comme enlever une friction inutile. Nous ne comprenons simplement pas sa présence ici car nous Pensons que tout le monde voit le monde façon dont nous le faisons. Nous ne pouvons pas articuler. Nous ne pouvons pas expliquer pourquoi il y a cette friction. C'est exactement ça. Nous pensons toujours que les autres voient le monde comme nous le voyons. C'est si difficile de ne pas voir le monde comme vous le voyez en supposant simplement que les gens apportent la même énergie aux choses. C'est le cas, mais c'est pourquoi j'aime. Et parfois les gens diront « Bien, je n'aime pas les catégories » parce que les questionneurs disent souvent cela. Parce que tu sais, les gens sont si nuancés
Et comme tu peux, ces catégories sont si larges et grossières. Et comment peux-tu dire que toute l'humanité rentre dans l'une des 4 catégories? Et je suis comme le fait est qu'il est utile d'avoir ces généralisations parce que alors nous avons un vocabulaire sur lequel nous pouvons nous mettre d'accord. Nous avons un raccourci pour que nous puissions communiquer rapidement si quelqu'un me dit comme « Hey, je suis un obligé ». Une date limite m'est indispensable, sinon je n'avance pas. Tu sais, on va résoudre ça. Ou comme je déteste les dates limites parce que c'est un mainteneur, elles me font ressentir tellement de pression que je dois faire le travail tout de suite, mais on ne peut pas tout faire immédiatement. Je travaillais avec une éditrice qui m'a demandé quel était le délai sur lequel nous devions nous mettre d'accord. Et j'étais comme voici la chose, je suis super consciencieuse et je déteste les dates limites. Pouvons-nous simplement ne pas avoir de date limite parce que cela me stressera juste et cela ne m'aidera pas à travailler mieux et elle est comme 1000%. Je comprends cela. Mais voyez, si j'avais été un obligé, j'aurais peut-être dit si et elle avait dit « Oh, vous n'avez pas besoin d'une date limite, donnez-le-moi quand vous êtes prêt, comme si je savais que j'étais un obligé. » Je pourrais dire « Hey, vous savez quoi? Je travaille beaucoup mieux avec une date limite. Pourquoi ne pas convenir d'une date limite? Et ensuite, quand je sais que vous l'attendez dans 2 semaines, cela va m'aider à rythmer mon travail et à vous le donner. » Sinon, je risquerais de repousser cette tâche en bas de ma liste de choses à faire et de ne pas l'accomplir à temps. Vous savez, et ça va vous décevoir, et je vais me décevoir. Donc, encore une fois, c'est comme si vous saviez que nous revenons à cela encore et encore. Connaissez-vous? Commencez par ce qui est vrai pour vous. J'espère que ce n'est pas une exagération, mais je ne pense pas que ça le sera. C'est lorsque vous écriviez mieux qu'avant que vous avez commencé à comprendre ces 4 cadrans. Et j'ai ensuite écrit un livre complet sur le sujet, car la seule question que tout le monde posait était « Quelles sont les 4 tendances ?» Mais oui, j'ai eu un aperçu de cela lorsque j'essayais de comprendre les modèles et la formation des habitudes. c'est exactement ce que j'allais demander. Nous venons de discuter de l'application de ces habitudes pour mieux comprendre votre fonctionnement et vos interactions avec vos pairs, votre famille, vos amis et toute autre personne dans votre vie. Du point de vue de la formation des habitudes, comment appliquez-vous ces 4 tendances pour construire de meilleures habitudes ou de meilleures routines? Absolument, oui. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens l'utilisent. D'accord? Disons que vous voulez prendre l'habitude de faire une 30 minutes chaque jour, OK? En tant que mainteneur, vous devriez ajouter cela au calendrier, car pour eux, si c'est planifié, cela se réalise. Comme vous le dites, j'irai tous les matins à 7h30 avant le petit déjeuner ou quoi que ce soit. Et si c'est sur le calendrier, cela se produira. Et pour les mainteneurs, c'est très facile. C'est l'une des choses agréables d'être mainteneur. Assez facile de prendre des habitudes pour les questionneurs. Tout est une question de raison. Ils ont besoin de la stratégie de clarté. C'est pourquoi ils doivent être très clairs. Pourquoi est-ce 1 heure précise et pourquoi est-ce 10 000 pas au lieu de 15 ou 8 000 pas? Pourquoi 10? Pourquoi le matin? Si vous avez un médecin qui a dit « D'accord, vous devriez prendre ce médicament avec les repas », c'est comme pourquoi avec les repas. Ce serait plus pratique pour moi de le personnaliser et de prendre tous mes médicaments ensemble avant de se coucher. C'est comme vous devez leur donner une raison. Donc, si vous êtes un questionneur et que vous courez, et c'est souvent ce qui paralyse les questionneurs quand il s'agit d'exercice, parce qu'ils se disent « Eh bien, peut-être que je devrais faire une promenade, mais peut-être que je devrais faire de l'entraînement de haute intensité avec des poids, ou peut-être que je devrais faire plus de cardio intense, ou vous savez, j'ai entendu dire que l'étirement est vraiment important. Je me dis que si on ne le fait pas, les questionneurs sont doués pour répondre à leurs attentes personnelles. Donc, je me dis, si vous ne répondez pas à une attente intérieure, c'est parce que vous n'êtes pas clair sur pourquoi c'est la bonne chose pour vous. Obtenez la clarté et ensuite vos actions suivront. Les obligés ont besoin de responsabilités extérieures. Il y a beaucoup de façons de créer une responsabilité extérieure. Voici ce dont vous avez besoin. Vous pouvez payer un cours ou un entraîneur. Pensez à certains obligés peuvent même avoir comme imaginaire. Mais je considérerais la responsabilité imaginaire comme la responsabilité envers leur futur moi ou comme à une application. J'ai une application, l'application Happier, et juste comme avoir un ne brisez pas la chaîne pour certains obligés, un suivi ne brisez pas la chaîne est suffisant, ou comme avoir un partenaire de responsabilité. Ma sœur est une obligée et elle a une amie où chaque jour elles essaient d'atteindre 10 000 pas et en cours de route, elles diront simplement comme 6 000 ou 7 500. Et donc c'est comme, d'accord, nous l'avons eu. Et ensuite, nous devons atteindre 10 000. Donc, elle sait seulement que quelqu'un vérifie son état pour un proche. C'est l'élément essentiel, la responsabilité extérieure. Encore une fois, il y a 1 million de façons de le créer. C'est ce dont ils ont besoin. Avec un rebelle, mais il y a vraiment 2 sortes de choses qui fonctionnent pour les rebelles. L'une est l'identité. C'est le genre de personne que vous êtes. Vous ne le faites pas parce que vous êtes censé le faire ou parce que quelqu'un vous l'a dit ou même parce que vous avez promis que vous le feriez. C'est le genre de personne que vous êtes. Vous êtes un athlète.
Vous êtes une personne qui respecte votre corps, vous êtes un cycliste, et vous savez. Et souvent, ils aiment faire des choses qui sont un peu comme, vous savez, un peu relever un défi. Comme vous dites, je ne peux pas courir le marathon en 2025. Regardez-moi. Ou peut-être qu'ils aiment un peu contourner les règles. Comme un ami, je fais de l'exercice durant ma journée de travail. Comme s'ils essayaient de me garder derrière mon écran. Je suis comme, je suis là-bas en train de faire une randonnée. Pour lui, c'était un peu le sentiment de ne pas être le patron de l'autre. Même si tu es le patron de moi ou des conséquences du choix d'information. Et cela fonctionne souvent si vous avez affaire à un rebelle. Cela arrive fréquemment avec les prestataires de santé. Imaginez que vous êtes médecin et avez un patient rebelle. Il est crucial qu'il commence l'exercice ou la physiothérapie après une opération, n'est-ce pas? Maintenant, si vous dites qu'il faut le faire ou que c'est l'ordre du médecin de le faire, cela ne leur sera pas utile. Mais ce que vous pouvez leur donner, c'est des informations sur les conséquences du choix. Vous leur fournissez les informations nécessaires à leur prise de décision. Expliquez-leur les conséquences de leur choix, puis laissez-les décider. Alors vous pourriez dire quelque chose comme « D'accord, eh bien, laissez-moi simplement vous dire ce que nous voyons. » Selon les chirurgiens et les thérapeutes, 6 mois après l'opération, les patients peuvent généralement arrêter de prendre des antidouleurs. Ils sont debout, ils voyagent, ils s'habillent eux-mêmes, ils se déplacent comme s'ils faisaient tout ce qu'ils veulent. Vous savez, la physiothérapie donne d'excellents résultats pour ceux qui la poursuivent. Les personnes ne suivant pas de physiothérapie restent dépendantes des antidouleurs d'après nos observations. Ils ne sont pas indépendants. Ils ont des gens qui les aident peut-être à s'habiller ou à se baigner. Ils ne le font pas. Ils ne sautent pas dans un bus ou un avion. Ils sont très limités dans leur mouvement, tu sais, donc la physiothérapie ou non, c'est ton choix. Voici un dépliant. Si tu veux un dépliant, si ça fonctionne, si ça t'intéresse, si tu penses que c'est utile, j'ai ce dépliant ou non. C'est à toi de voir, car plus tu pousses, plus tu incites, plus tu rappelles, plus tu secours un rebelle, plus tu enflammes leur esprit de résistance. Et pour certains rebelles, même si tu les félicites, ils ont l'impression que tu essaies de les contrôler. Donc pour certains rebelles, si tu disais quelque chose comme « Oh Scott, c'est tellement bien que tu aies suivi les ordres de ton médecin et que tu aies fait ta physiothérapie si consciencieusement », certains rebelles seraient du genre « Quoi, tu penses que je fais ce que ce gars me dit de faire? Pas du tout, je ne fais pas ça. » Donc tu dois être prudent avec les rebelles car parfois, tu aggraves les choses comme les laisser faire leur truc. À leur manière, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire comme beaucoup de fois nous les embrouillons. Tu dois les connaître. Donc, tu sais, quand tu exposes ces types de personnalités, ces tendances, comme si tu veux changer ton habitude. C'est pourquoi les gens ont un taux d'échec si élevé. Ils ne savent même pas comment ils réagissent aux stimuli externes et internes. L'attente. Et si tu connaissais ta chance d'adopter réellement une nouvelle habitude ou d'adopter une nouvelle routine, elle augmente probablement de 100 fois si tu sais réellement comment tu traverses ce monde. Bien, c'est pourquoi dans l'application Appier, mon application, elle te fait passer le quiz des 4 tendances, afin que tu puisses utiliser n'importe quel outil que tu veux, mais elle te suggérera ceux qui te conviendront le mieux pour ta tendance, parce que tu as tout à fait raison. Parce que voici la chose. Certaines approches fonctionnent vraiment bien pour certaines tendances, mais elles sont contre-productives pour d'autres tendances. Donc, si vous continuez à dire à quelqu'un « Il vous suffit de vous inscrire à un cours », eh bien, un rebelle va résister à cela. C'est un terrible conseil pour un rebelle. Mais si vous dites à un obligeant que vous avez juste besoin de savoir clairement ce que vous voulez, et quand vous savez ce qui est important pour vous, vos actions suivront. Ils peuvent s'asseoir et réfléchir à ce qui est important pour eux, ou à leur motivation toute la journée. Avoir ce genre de clarté n'est pas une mauvaise idée en soi, mais ça ne changera pas grand-chose pour eux. Un obligeant a besoin d'une responsabilité extérieure. C'est ce qui fonctionne. Et c'est ce qui, pour moi, est si puissant à propos de la prétendance. C'est un peu comme si vous pouviez jeter des spaghettis contre le mur autant que vous voulez, et peut-être que vous aurez de la chance et vous toucherez l'allumette. Souvent, les gens commencent intuitivement à comprendre leurs besoins. Les obligés trouveront des moyens de créer une responsabilité extérieure, car c'est dans leur nature de le faire. Ils ont en quelque sorte deviné que c'est ce qui fonctionne pour eux, mais c'est juste cette façon dont vous savez et vous êtes juste comme « D'accord, laissez-moi simplement brancher ça. Oui, j'ai l'impression que c'est tellement plus facile. » La responsabilité de mainteneur est très lourde. Je réalise que je n'en ai pas besoin. Et donc, je n'ai pas besoin de m'inquiéter de l'avoir parce que je n'en ai pas vraiment besoin, car sinon, c'est un peu pénible d'avoir de la responsabilité. Cela peut être très précieux et ça vaut le coup si vous en avez besoin. Cela pourrait vraiment vous contrarier. Si vous êtes un défenseur et si vous n'avez aucun problème à aller à la salle de sport,
mais que vous savez que tout le monde prend un entraîneur et que vous prenez un entraîneur et qu'il vous harcèle pour terminer l'entraînement ou pour respecter le régime alimentaire, cela pourrait réellement, cela ne vous déstabilisera pas ou ne vous empêchera pas de le faire. Mais vous pourriez aimer moins l'activité parce que vous recevez maintenant ces stimuli externes dont vous n'aviez même pas besoin. Donc vous êtes comme F, vous, mon pote, vous n'avez pas besoin de me dire que je le fais déjà bien, et au minimum, vous payez pour quelque chose dont vous n'avez pas besoin, parce que vous pensez que tout le monde a besoin d'un entraîneur. C'est comme, mais avez-vous besoin d'un entraîneur? C'est ce que beaucoup de gens m'ont dit comme, oh, je pensais juste que tout le monde devait en avoir un. Je suis comme, certaines personnes en ont absolument besoin, et certaines personnes bénéficient de certaines choses. Pour moi, même si je suis un défenseur, pour certaines façons, la responsabilité est utile, mais vous avez tout à fait raison, comme ça peut vous déranger si vous êtes juste comme cool en supposant que tout ce qui fonctionne pour tout le monde fonctionnera pour vous, mais ça pourrait finir par vraiment perturber ce que vous feriez naturellement. Oui, et comme les questionneurs, ils pourraient se sentir comme « OK, cette personne me dit des choses, mais ça n'a pas de sens. Et donc maintenant, je suis juste irrité avec cette personne qui je sens comme pourquoi sont-ils en train de changer arbitrairement cette chose où je veux la personnaliser et ils insistent pour que je le fasse à leur manière. » Oui, c'est vrai. C'est comme, faites ce qui est bon pour vous et ne supposez pas que plus c'est mieux. En dernier lieu, existe-t-il des solutions? Je trouve ça fascinant, mais je veux vous poser une autre question sur les habitudes que je trouve intéressantes. Mais avant d'aborder ce sujet, existe-t-il des moyens, lorsque vous entamez une nouvelle conversation avec un inconnu, pour comprendre un peu où il se situe? Vous voyez où je veux en venir car je tiens à m'assurer d'être l'évaluation flash. Oui, d'accord. Donc sur mon site web, gretcharoba.com. Ah, il y a comme une chose où l'évaluation flash. Au fait, j'adore que tu aies mis toutes ces choses sur ton site web car c'est vraiment très utile. Et j'adore les tests et les quiz qui sont très simples parce que tout le monde n'a pas accès à toi, n'est-ce pas? Tout le monde n'a pas accès à toi directement. Donc c'est bien de pouvoir y aller. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a vraiment des signes. Il y a vraiment des choses que vous pouvez dire, ou comme lorsqu'on est en pleine conversation et qu'on commence par dire « d'accord ». Donc, un est le mot arbitraire. C'est incroyable à quelle fréquence les questionneurs mentionneront que quelque chose est arbitraire. 5 exigences pour une loge, c'est arbitraire. 65 miles par heure, c'est arbitraire. Mon patron dit que nous devons tous utiliser le même logiciel. Je ne vois pas la raison de cela. Alors, et ainsi, c'est un moment qui est égal. Et ensuite, si vous avez l'impression que quelqu'un vous submerge de questions, même sur des choses qui, comme peut-être que vous vous demandez pourquoi, me posez-vous même cette question comme « Oh, allons avoir, j'ai fait une réservation dans un restaurant italien, pourquoi ?» Et vous êtes comme « Parce que pourquoi ?» Des raisons, vous savez, c'est un signe de questionneur. Les obligés sont les plus faciles à repérer parce que ce sont les personnes qui disent « Pourquoi est-ce que je tiens mes promesses envers les autres ?» Mais je ne peux pas tenir mes promesses moi-même chaque fois que vous entendez parler de quelqu'un comme ça. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas me faire une priorité. Une priorité chaque fois que quand les gens disent « Même avec fierté, je donne 1000% aux autres. Donc bien sûr, je n'ai rien pour moi, comme je donne 110 à ma patience. » Alors, qui pourrait avoir le temps de faire de l'exercice? C'est toujours le signe d'un obligé. Et souvenez-vous, ce sont les deux, obligé est la plus grande tendance et la deuxième plus grande est questionneur. Si vous parlez à quelqu'un en supposant qu'il est un obligé ou un questionneur, les statistiques sont en votre faveur. Il est plus facile de repérer les détenteurs de rebelles, car ils sont plus extrêmes. Avec les rebelles, ce sont des personnes qui font ce qu'elles veulent quand elles le veulent. Ils ne le feront pas si vous leur demandez, car ils sont très susceptibles de résister. Ils vont souvent, si vous leur dites de faire quelque chose qu'ils allaient y faire de toute façon, ils pourraient ne pas le faire comme un adolescent rebelle m'a dit que j'aime avoir ma chambre rangée et parfois je fais mon lit et ma mère dit « Ne pas oublier de faire ton lit » et alors je défais mon lit parce que je ne vais pas la laisser me dire quoi faire. Donc ce genre de comportement est rebelle. Et ensuite, le respecteur est vraiment quand vous faites. Et je dirais, c'est un rebelle, nous sommes souvent appelés rigides, nous sommes souvent appelés critiques, parce que nous avons une idée dans notre tête de comment les choses sont censées se passer. Et ensuite, nous commençons à exécuter. Donc, quand vous voyez ce genre de comportement, vous savez, l'enfant qui se souvient d'apporter ses devoirs tous les jours et nourrit son animal sans rappel, c'est un peu l'ambiance du respecteur. Une fois que vous en savez plus à ce sujet, vous commencez à avoir une idée des gens. Assez rapidement, c'est drôle comment les gens communiquent une certaine ambiance. Mais il y a l'évaluation instantanée. Et beaucoup de fois, les gens veulent cela pour les clients.
parce qu'ils veulent communiquer plus efficacement avec les clients. Et cela se produit aussi beaucoup pour les enseignants et aussi dans les soins de santé parce que ce sont des problèmes. Ce sont vraiment des professions où vous essayez de faire aux gens ce que vous voulez qu'ils fassent, mais volontairement, vous savez, et comment les amener à adhérer. Donc, c'est pourquoi j'ai créé cela, parce que tant de gens étaient comme « je ne peux pas faire passer ce quiz à cette personne, mais pouvez-vous me donner des signes ?» Oui, c'est non, c'est super. Et j'aime, je pense juste à partir d'un contexte de travail, si je saute sur un appel Zoom avec un nouveau client ou quelqu'un qui était comme un père et je suis comme « Hey, pouvez-vous réserver, pouvez-vous m'envoyer une invitation gentille pour une réunion la semaine prochaine à telle ou telle heure ?» Et vous voyez s'ils le font ou s'ils ne le font pas, ou s'ils résistent un peu comme une petite demande. Une petite demande comme c'est juste comme un tel jeu. Je n'y avais jamais pensé. Ouais. Une idée intéressante comme écrire quelque chose comme une petite demande et voir s'ils ont terminé ou quand avez-vous besoin de cela ou pourquoi me demandez-vous de faire cela ou comme quelqu'un qui est comme... Non, parce que je connais certaines personnes à qui vous demanderez de dire parce que vous savez quand vous réservez une réunion. Et puis vous êtes comme « Hey, pouvez-vous envoyer une invitation Calendly ?» Et certaines personnes l'envoient tout de suite parce qu'elles sont tellement enthousiastes. Et d'autres fois, cette invitation à la réunion n'arrive jamais parce que dans leur tête, ils se demandent que pourquoi ce gars me demande pourquoi il ne l'a pas simplement envoyé lui-même. Et il y a une sorte d'hésitation là. Donc vous pouvez commencer à catégoriser les gens comme où ils correspondent à la très très petite demande, presque comme triviale, rien d'intéressant. Je suis en dessous. Kéké. Je ne sais pas si j'ai raison ou non, mais toi, tu sais... Comme si on avait un assistant. Comme là... Ça pourrait être déroutant, chose là-bas, mais c'est intéressant. J'aimerais voir comment quelqu'un y répondrait comme une chose que les gens disent, souvent et bien comment je communique, de manière à toucher les 4 tendances. Et c'est très difficile à faire, tu sais, et je peux entrer dans comment tu communiquerais, mais comme une des choses auxquelles je pense est qu'il y a un message qui est si court et si puissant, ce message n'a pas été promulgué depuis des décennies, et pourtant nous le connaissons tous, et je pense que c'est parce qu'il fonctionne si bien avec les 4 tendances, c'est une solution si élégante, et c'est le message, seulement vous pouvez prévenir les incendies de forêt, parce que pensez-y, ça fonctionne avec les défenseurs, ça fonctionne avec les questionneurs, ça fonctionne avec les obligés, et ça fonctionne avec les rebelles. Et donc, en une phrase très courte, comme toutes ces tendances entendant ce message, vous seul pouvez prévenir les incendies de forêt. C'est vraiment beau. C'est très difficile. D'habitude, c'est impossible d'être aussi succinct. Mais ce que tu as fait là, j'allais dire ce que tu as fait là, c'est que tu l'as positionné de telle manière qu'il ne le fait pas. Il ne choque les attentes de personne et chaque tendance des 4 interpréterait cette phrase différemment. Exactement. Oui, exactement, mais vous pourriez trouver des moyens de structurer des commandes ou de les exiger. C'est très difficile, c'est oui. Je ne sais pas. C'est un exercice utile où vous pouvez, à propos de comme je vais mettre quelque chose en place, je vais m'assurer que j'ai les raisons. Je vais m'assurer que j'ai une date limite. Je vais m'assurer que j'ai une sortie pour les personnes qui veulent faire quelque chose d'une manière différente. Je veux dire, vous pouvez y penser pendant que vous communiquez, comment vous pourriez vous assurer que vous communiquez efficacement avec les 4, peut-être pas. Malgré la brièveté, c'est certainement un point à considérer. Lorsque vous interagissez avec un client, vous pouvez commencer à penser « cette personne me pose des questions ». Je dois vraiment avancer avec toutes les raisons et toutes mes justifications et toute ma logique et toute ma science et mes recherches. Et voulez-vous passer par la structure de prix et expliquer pourquoi la structure de prix est exactement de cette façon? Alors qu'avec quelqu'un d'autre, ils sont comme « oh mon Dieu, je ne veux pas connaître les détails ». Est-ce que cela va me donner le résultat que je veux? Si oui, oui. C'est comme « hey, je sais que tu es un innovateur. Je sais que tu aimes les nouveautés. Ça devrait t'intéresser. Vérifiez si cela pourrait résoudre votre problème. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Vous connaissez votre client. Vous connaissez votre client? Mais nous constatons que pour des gens comme vous, ça marche souvent. Vérifiez si vous le souhaitez. Je vous offre un mois gratuit. Le rebelle ne réussira pas à convaincre le questionneur? C'est fascinant. Oui, je pense que la réponse est vraiment que vous commencez à comprendre comment déterminer cette tendance, comme la personne à qui vous parlez, quelle tendance elle a, et ensuite vous commencez à adapter
Je pense qu'il est en fait plus facile de faire cela que de jouer à ce jeu où j'essaie de dire une chose qui sera bien reçue par tout le monde. Je ne pense pas que ce soit le... Ouais, Parce que t'as raison, c'est... tellement difficile. C'est tellement difficile. Ouais. La seule chose que je voulais vous demander, vous avez mentionné les habitudes fondamentales. Je trouve cela intéressant. Alors, qu'est-ce que les habitudes fondamentales et de quelqu'un qui essaie de s'améliorer? N'importe quoi dans leur vie, leur mariage, leurs relations avec leurs enfants, leur travail, leur santé, leur bien-être. Qu'est-ce que les habitudes fondamentales et pourquoi sont-elles si importantes? Exact, vous avez raison. Donc, ce que j'ai découvert dans mon étude des habitudes, c'est qu'il y a en quelque sorte 4 domaines de formation des habitudes qui sont la base. Et ils sont particulièrement importants parce que si nous maîtrisons ces habitudes, nous sommes beaucoup mieux équipés pour adopter d'autres habitudes, comme arrêter de crier sur notre conjoint ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, si vous voulez commencer par ceux-ci, et ce que vous remarquerez, c'est qu'ils ont beaucoup à voir avec le corps et l'expérience physique et votre environnement physique. Et c'est parfois très facile de se perdre dans nos pensées et d'oublier que nous sommes réellement dans des corps, mais notre expérience physique colorera toujours notre expérience émotionnelle. Donc, les habitudes fondamentales sont dormir, bouger, manger et boire et désencombrer. Donc, dormir, la plupart des adultes ont besoin de 7h30 de sommeil. Essayez de régler une alarme comme vous le feriez le matin. Peut-être que vous réglez une alarme pour vous aider à aller au lit. Vous avez peut-être une alarme de répétition qui vous rappelle d'éteindre la lumière dans 10 minutes. Donc, obtenir suffisamment de sommeil, cela fait une énorme différence. Les personnes qui manquent de sommeil pensent souvent ne pas en être affectées, mais les recherches montrent le contraire. Donc, vous voulez dormir suffisamment. Ensuite, bouger, faire de l'exercice. Il n'est pas nécessaire de vous entraîner pour un marathon. Les recherches montrent que 20 minutes de marche par jour, surtout si vous êtes au soleil, vous apporteront d'immenses bienfaits. Humeur, mémoire, fonction immunitaire, cela combat la dépression. C'est tout simplement l'élixir magique de la vie. Donc, vous voulez vraiment savoir comment bouger plus au quotidien. Ensuite, bien manger et boire. Ne vous laissez pas devenir trop affamé ou assoiffé. Souvent, les gens sautent le petit déjeuner et le déjeuner, puis à 3 heures de l'après-midi, ils ont tellement faim qu'ils déchirent simplement les sacs en plastique bruyant et ils ne peuvent pas, vous savez. Donc, assurez-vous que vous mangez et buvez suffisamment pour que vous soyez en quelque sorte en charge de faire des choix sains et ensuite désencombrer. Le désencombrement n'est pas aussi universel. Il y a vraiment des gens comme ma sœur qui sont aveugles au désordre et cela ne les dérange pas. En général, ils aimeraient que les choses soient profondes, mais cela ne les dérange pas du tout. Les portes d'armoire sont ouvertes et le courrier indésirable s'empile sur le comptoir. Ils ne le voient tout simplement pas. Il y a donc ces personnes, et nous connaissons ces personnes. Pour la plupart, l'ordre extérieur contribue grandement à la tranquillité intérieure, plus qu'on ne le pense. Et souvent, les gens diront, une fois que j'ai mis de l'ordre dans mon environnement physique, mon bureau, ma voiture, ma chambre, éliminer des choses qui étaient cassées, des choses qui étaient à la mauvaise place, des choses que je n'utilise plus, des choses que je ne peux même pas identifier, des déchets, éliminer tout cela, vous vous sentez simplement plus maître de vous-même. Il est simplement plus facile d'avoir cette autodiscipline lorsque les choses autour de vous sont ordonnées. Et je trouve cela si mystérieux, comme si c'était une sorte d'effet disproportionné. Comme si quelqu'un me disait « J'ai enfin nettoyé mon frigo et maintenant je sais que je peux changer de carrière. » Je suis là et je comprends, mais pourquoi? J'ai donc écrit un livre entier, Ordre extérieur, calme intérieur, qui examine un peu cela et comment créer de l'ordre de manière facile, parce que je suis là, c'est juste déroutant. Pourquoi pas pour tout le monde, mais pour la plupart des gens, cela aide vraiment avec d'autres habitudes à faire ce désencombrement. Eh bien, vous savez, la raison pour laquelle j'ai abordé les habitudes fondamentales, parce que vous avez, même dans ce podcast, nous avons parlé d'un tas de sujets différents, mais j'essayais de trouver un fil conducteur entre la formation des habitudes et le bonheur. Et j'étais curieux, il semble que les habitudes fondamentales soient la condition préalable pour atteindre n'importe quel type de bonheur. Je pense que le bonheur est impossible sans vos habitudes fondamentales, et je suis juste intéressé à entendre vos pensées à ce sujet. Mais y avait-il d'autres liens entre le bonheur et la formation des habitudes, ou sont-ils deux sujets très distincts? Non, ils sont très liés. Vous avez raison. Je me suis intéressée à la formation des habitudes, car j'ai réalisé que souvent, quand on parle de bonheur avec les gens,
Le problème n'est pas qu'ils ne savent pas quoi faire pour être plus heureux. Ils savent exactement ce qui les rendrait plus heureux. Ils seraient plus heureux s'ils lisaient plus, s'ils dormaient plus, s'ils se remettaient à la pêche à la mouche, s'ils méditaient ou quoi que ce soit d'autre. Mais ce qu'ils ont, c'est un défi de formation d'habitude, car beaucoup de choses qui nous rendent plus heureux sont vraiment liées à des habitudes positives. Ce n'est pas comme faire 30 jours de yoga. Il s'agit de faire du yoga pour les années à venir. Cela concerne la formation des habitudes. C'est ce qui m'y a conduit, car souvent les gens disaient savoir qu'ils seraient plus heureux en faisant de l'exercice. Je me demande pas pourquoi je ne peux pas faire de l'exercice. Cela n'a rien à voir avec le bonheur. Tu as une question d'habitude? Alors, comment le ferais-tu? J'ai découvert qu'il existe 21 stratégies utilisées pour créer ou briser des habitudes. Et tout le monde utilise un ensemble différent. Et certains ne sont même pas toujours disponibles pour nous. Certains sont presque universels, ou peut-être vraiment universels. Certaines fonctionnent vraiment bien pour certaines personnes, et pas pour d'autres, mais il est bon d'avoir toutes les 21, parce que si souvent, lorsque nous pensons à comment nous serions plus heureux, ce qui nous affecte vraiment, c'est que nous sommes frustrés parce que nous ne sommes pas capables de prendre une habitude. Cela a beaucoup de sens. Et comme vous savez maintenant, je regarde tous les différents sujets sur lesquels vous avez écrit et parlé des habitudes et du bonheur. Et vous savez, vous avez même fait un article sur le désencombrement. Sur le désencombrement, vous avez approfondi certains sujets sur lesquels vous avez fait des recherches. Quelle serait la prochaine chose que vous intégreriez à tout votre travail? Quelle est la prochaine chose qui, vous savez, c'est presque comme si tout ce dont vous parlez concerne la condition humaine à un certain degré? C'est mon sujet, c'est la nature humaine, la condition humaine. Mon prochain livre, dont je n'ai pas encore parlé, est très pertinent. C'est La vie en 5 sens, qui est mon livre qui vient de sortir et qui parle de l'exploitation des 5 sens, car il s'avère que nous pouvons utiliser nos 5 sens ou combien de sens que nous avons personnellement pour atteindre tant d'objectifs de bonheur et même des choses qui sont en quelque sorte contradictoires, comme vous pouvez utiliser vos 5 sens pour vous donner plus d'énergie ou aussi pour vous calmer et pour faire du travail créatif, mais aussi pour faire du travail de corvée. Et enfin, donc c'était tout sur l'exploration des 5 sens. C'est un livre incroyablement amusant. Puis j'ai un livre qui sort en avril de 2025 qui s'appelle Secrets de l'âge adulte. C'est un petit livre de jeu. J'adore les aphorismes et les proverbes et les koans et les paradoxes. Donc, j'ai écrit mon propre petit livre de secrets de l'âge adulte. Donc, c'est juste comme un petit livre qui était juste un tel délice en tant qu'écrivain. Et puis, mon prochain grand projet va être sur la face du nid vide. Parce que, homme que je rebrande comme porte ouverte, parce que je viens de déposer ma fille, pour sa première année de collège. Et vous savez, vous avez dit cela au tout début. Je pense que vous avez dit quelque chose de très profond. Ce qui est souvent le cas, nous ne prenons pas le temps, comme rien ne nous incite à poser les grandes questions. Et donc, il est très facile de simplement ne pas les poser et de ne pas y penser. Pourtant, nous n'apportons pas les changements nécessaires pour rendre nos vies plus heureuses. La seule chose que vous découvrez, c'est la porte ouverte du nid vide. Et c'est une grande transition de vie pour beaucoup de personnes qui vous force presque à réfléchir. Et parce qu'il y a un changement si dramatique dans votre routine, votre espace, votre identité, votre objectif, vos relations. C'est un moment de vérité. Et cela pour moi est très excitant parce que j'adore un moment de vérité. Donc pour moi, la recherche reste la recherche. Je traverse cette expérience en me disant « Wow, c'est comme si ça allait être mon livre ». Et je vais écrire sur toutes les choses que j'essaie de faire et que j'apprends. Et c'est tellement fascinant. Donc c'est mon prochain grand projet, mes secrets. L'âge adulte est le prochain qui est, comme tu sais, dans le peu et... C'est juste un livre délicieux. Ouais, bien, je pense que je pense que les sujets sur lesquels vous écrivez, vos recherches, sont si importants à étudier parce qu'ils affectent tout le monde, mais ce ne sont pas des choses que nous comprenons vraiment. Quand avez-vous entendu parler pour la dernière fois de recherche sur la façon dont vous utilisez vos sens pour la performance ou la relaxation ou je ne sais pas? Bien, je suis cela de très près. Je lis beaucoup et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de contenu là-dessus, d'accord? Quand est-ce que ça sort? Quand est-ce que ça sort? Quand est-ce que celui-là sort? La vie en 5 sens est sortie. C'est sorti maintenant, d'accord? Alors, j'ai une question pour toi. Et nous pouvons totalement faire un autre podcast à l'avenir. Veux-tu donner un peu d'informations ou de sagesse de ce livre
pendant que les gens écoutent maintenant pour qu'ils puissent aller le vérifier sur Amazon. Et je veux dire, à l'avenir, si tu veux faire un podcast entier sur des choses que tu as faites dans certains des travaux qui doivent être publiés dans Une vie en 5 sens, excuse-moi, je serais ravi de le faire aussi, alors tu me le fais savoir, mais... J'adore ça, ouais. Si je me donne-moi un peu. Une chose que je dirais, bien spectateur, je vais vous donner une petite chose stupide qui est juste très amusante. Voici maintenant le point transcendant. Alors, voici quelque chose que j'ai trouvé vraiment drôle. Et les gens étaient tellement enchantés par ce détail que j'ai presque appelé le livre « Pourquoi le ketchup est magique ?» parce que le ketchup est magique. Le ketchup Heinz est magique, ce qui explique sa popularité incroyable. Si vous êtes américain, vous faites partie d'un grand pourcentage d'Américains qui ont du ketchup Heinz dans leur réfrigérateur en ce moment, et je vous dirais que c'est une chose incroyable. Mettez juste une petite goutte de ketchup Heinz dans votre bouche et découvrez à quel point il est sophistiqué et complexe. Il y a une raison pour laquelle c'est l'ingrédient secret de tant de plats où vous ne l'attendriez pas, comme le pad thai américain et du ketchup. Il contient beaucoup de ketchup, comme de nombreuses sauces. Les gens le mettent sur les choses parce que c'est magique. Pourquoi? À cause des 5 sens, des 5 saveurs. Le ketchup Heinz a tous les 5, c'est presque impossible. Donc, c'est sucré, c'est aigre, c'est amer, c'est salé et c'est umami. Maintenant, il est très difficile d'obtenir tous les 5. Vous pouvez obtenir 4, mais souvent, c'est avec quelque chose qui est comme une combinaison, comme c'est comme une margarita avec du sel sur le bord. Ou c'est un morceau de tarte aux pommes avec du fromage dessus, vous savez. Mais comme le ketchup Heinz, c'est juste le ketchup Heinz et il a tous les 5. Et donc, mais tout le monde est comme, je dois aller l'essayer. Ils l'ont essayé et ont trouvé ça époustouflant. C'est tellement sophistiqué et complexe, mais nous le prenons pour acquis. Allez goûter du ketchup, je vous le recommande. Vous allez l'adorer. Vous comprendrez sa popularité grâce à sa puissance. Mais le point le plus transcendant est simplement celui que j'ai fait avant. Quel que soit votre objectif dans la vie, que vous essayez de vous calmer, de vous connecter avec d'autres personnes, ou si vous essayez de... comme vous connecter à votre passé, ou peut-être que vous essayez d'être plus présent dans l'instant, ou que vous essayez de stimuler votre créativité, ou que vous essayez de trouver plus de sérénité, il y a que vous essayez simplement d'accomplir plus de travail, nous pouvons exploiter nos 5 sens pour cela. Et c'est très facile pour nous parce que je vous ai dit, « Hey Scott, pensez à utiliser votre sens de l'ouïe pour augmenter votre productivité. » Comme ce que vous pourriez faire pour cela, eh bien, comme vous pensez probablement à des choses comme, vous diriez des choses comme « Oh, eh bien, il y a ce grincement vraiment ennuyeux, comme ma porte a ce grincement ennuyeux. Peut-être que je dois gérer ça, ou peut-être que je travaille vraiment mieux dans un brouhaha animé. Je vais donc commencer à travailler dans un café plutôt que de rester isolé chez moi. Ou peut-être que je vais parler à mes collègues. Comme pouvons-nous avoir de la musique parce que je trouve cela vraiment utile? Peut-être qu'ils le trouvent utile aussi ou peut-être qu'ils ne le font pas. Donc, je ne peux pas simplement allumer la musique et supposer que tout le monde l'aimera. Donc, c'est vraiment comme une sorte de couteau suisse que nous pouvons avoir et il y a quelque chose d'énergisant à propos des 5 sens alors qu'ils traversent notre corps. Et donc, c'est quelque chose qui peut vous aider à atteindre vos objectifs de bonheur. Mais c'est aussi juste revigorant comme sentir comme j'aime juste l'odeur. J'ai un autre quiz appelé « Quel est votre sens négligé ?» sur gretchenrubin.com quiz. Avez-vous déjà réfléchi à votre sens le plus négligé et votre sens le plus apprécié? Comme l'un de mes sens les plus appréciés est l'odorat, qui est, vous savez, comme j'adore le sens de l'odorat. Et moi, chaque jour, je fais quelque chose pour vraiment intégrer cela dans ma vie et ça me rend tellement heureuse. Voici mon conseil. Faites appel à vos 5 sens. Ils sont incroyables. Et vous pouvez optimiser. Et je pense que tout ce que vous essayez d'atteindre, vous pouvez trouver un moyen de créer votre environnement où il fait appel à vos 5 sens. Donc la musique, vous pourriez avoir un encens où j'ai entendu dire que comme la cannelle, l'odeur de la cannelle peut faire quelque chose avec votre cerveau qui est positif ou peut-être que c'est juste quelque chose, un arôme agréable dans la pièce où vous voulez étudier ou travailler, n'est-ce pas? Où la lumière est... Brille dans vos yeux, ouais, et vous voulez atténuer cela. Donc, ouais, c'est fascinant, absolument fascinant, d'accord? Ou peut-être que vous êtes assis sur une chaise de salle à manger parce que vous travaillez à domicile et que vous n'avez pas voulu opter pour une chaise confortable comme « Oh, ouais, il est temps de s'occuper de ça. Ouais, il y a 1 million de choses qui me viennent à l'esprit. » Où les gens peuvent-ils se connecter avec vous? Donc, vous avez mentionné votre site web. Je m'assurerai qu'il figure dans les notes de l'émission.
ou d'autres, les gens peuvent-ils se connecter avec vous? Vous avez un podcast, tous vos livres sont riches. Et Ruben, oui, les livres sont sur Amazon ou là où vous obtenez vos livres, je suppose, d'accord. Et j'ai une newsletter, Et une newsletter hebdomadaire appelée 5 choses qui me rendent heureuse, où je parle de recherche et de choses que j'ai observées. Et vous savez, 5 choses qui me rendent heureuse. Et j'ai plus d'1 million de personnes abonnées à ma newsletter, ce qui est génial. Je suis sur tous les réseaux sociaux, juste à Gretchen Rubin, et j'adore me connecter avec les gens. Je sens que le monde est mon assistant de recherche. Donc, si vous avez des exemples ou des ressources ou des questions ou des idées ou des observations, j'adore être en relation avec les gens, être en contact avec des personnes qui s'intéressent aux mêmes choses que moi. J'ai les poches, la newsletter, les livres, le site web, les quiz et l'application Appier. J'ai des produits si vous aimez les journaux intimes. J'ai beaucoup de choses. Allez sur votre site web, descendez dans le terrier du lapin. GretchenRubin.com, c'est le centre de tout. Oui. J'adore ça. Je voulais dire merci parce que j'adore le travail que vous faites. J'adore le concept de l'autoconscience. Je suis vraiment un grand fan. Je pense que plus de gens doivent être plus conscients d'eux-mêmes car cela a été un net positif dans ma vie. Et avant même de vous rencontrer, les choses dont vous parlez et que vous enseignez, cela résonne de manière vraiment, vraiment importante pour moi. Définitivement, parce que j'ai toujours été concentré sur comment je peux me comprendre moi-même afin de mieux comprendre comment naviguer dans ce monde et naviguer dans mes relations et naviguer dans mon travail et naviguer dans tout. Si vous êtes aveugle à vous-même et en pilote automatique, la vie sera difficile, mais en comprenant votre fonctionnement, elle n'a pas besoin de l'être. Je tiens simplement à vous remercier. C'est vraiment un excellent travail. Merci pour cette conversation très agréable. C'était très amusant. J'ai une dernière question. C'est très important. Nous finissons toujours ainsi. A eu une grande carrière. Vous avez écrit un grand nombre de livres. Bon pour toi. Vous avez écrit tant de livres et vous continuez à les produire et ils continuent à devenir des best-sellers. Aussi des livres qui n'ont jamais été publiés. Je n'ai aucun doute. Ouais. J'ai 3 romans dans un tiroir de bureau. J'ai ce petit livre étrange appelé Mon pèlerinage de couleurs. J'ai toutes sortes de choses. Ouais. Quand tu regardes en arrière, quelle serait la leçon parmi toutes celles que tu as apprises que tu essaierais de dire à ton jeune toi? Sois Gretchen, c'est mon premier commandement personnel. Sois Gretchen. Et cela signifie m'accepter moi-même et aussi attendre plus de moi-même. Et ce n'est pas toujours facile de discerner cette ligne. Mais c'est ce que je dirais.